Je voudrais qu'on parle, comme je l'ai écrit dans le titre, quel modèle nous avons aujourd'hui? Quel modèle pour la jeunesse gabonaise aujourd'hui? Pourquoi je vais faire ce live? Pourquoi je vais essayer de faire ce live rapide? Avec tout ce qui est arrivé et certains propos, par exemple, que j'ai avancés, quand j'ai dit que voilà, je suis quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien, quelqu'un qui a toujours fait le tour du monde ou ce genre de choses. Ça a pu laisser paraître que je sois né avec une cuillère en or dans la bouche. Ça a pu laisser paraître que... Bonjour tout le monde, bonjour. Ça a pu laisser paraître que je suis quelqu'un, par exemple, d'une classe supérieure, peut-être au Gabon. Mais je vais vous dire qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Et je vais vous faire un petit témoignage, vous en dire peut-être un peu plus sur moi. Vous savez, je suis issu de père et de mère, issus eux-mêmes de prolétaires. Le père de mon père était chasseur au Goula Benoît. Et entre autres, il fut un des compagnons de Wongo. Donc mon grand-père paternel, c'était quelqu'un de tout à fait normal, un Gabonais lambda. C'était un chasseur, c'était un Gabonais lambda, un villageois. Ma grand-mère, de son côté, pareil. C'était quelqu'un de tout à fait normal également. Ils ont mis au monde mon père, à l'époque coloniale, en 1945. Et comme beaucoup, voilà. Non, 45, je dis 48, qu'est-ce que je raconte? Et comme pour beaucoup, ils ont mis mon père à l'école coloniale, etc. Ça a été la même chose pour ma mère. Sa mère était ménagère, villageoise. Son père, elle ne l'a pas connu. Il est décédé avant sa naissance. Donc je n'ai pas connu mon grand-père maternel. Et ma mère a été élevée par sa mère et par ses autres pères, donc les frères de sa mère. Donc, pour vous dire, mes grands-parents étaient des Gabonais normaux. C'était des villageois. Seulement, ils ont tout fait pour mettre leur enfant, donc que ce soit mon père ou que ce soit ma mère, à l'école coloniale. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que parti de rien, mes parents, mon père et ma mère, sachant qu'ils n'avaient pas de fortune, sachant qu'ils n'avaient pas de richesse, se sont accrochés à leurs études, se sont accrochés à ce qui, à l'époque, dans le contexte colonial, permettait de vivre de façon, de s'assurer un futur, se sont accrochés à l'école, ont terminé leur études, et comme pour beaucoup à l'époque, ont été envoyés en France. Pour poursuivre leurs études. Hein, les premiers cadres gabonais, etc., etc. Donc, c'est dans ces conditions que, voilà, plus tard en rentrant, ils sont devenus fonctionnaires, etc., etc. Si je vous le dis, c'est parce que ma mère, toute sa vie, a été secrétaire de direction. Mon père a été inspecteur des PTT et par la suite a été déjà, il a été celui-là qui a installé les antennes relais dans tout le Gabon. Hein. Si aujourd'hui vous avez les communications radiotéléphoniques à l'époque, hein, dans les années 60-70, c'est un peu grâce à mon père. Ça a été lui qui dirigeait à l'époque, hein, avec bien d'autres, ces installations physiques dans tout le pays. Ça a été le premier Gabonais à gérer le centre de Kolongoum, là, qui se trouve au PK7, là-bas, le centre de télécommunication. Donc vous comprendrez aussi un peu aisément d'où m'est venu un peu cet amour pour la technique, pour le domaine de la communication et autres, pour la petite parenthèse.
Et mes parents se sont sacrifiés, se sont toujours battus pour que les enfants qu'ils ont mis au monde, donc dont moi, aillent à l'école, comprennent le bien fondé de l'école et comprennent qu'il n'y a que le savoir-faire, je ne vais même pas dire les diplômes, mais le savoir-faire qui pourra plus tard faire en sorte qu'un homme puisse... Bolo, ma grande sœur, Lorna. Qu'il n'y a que le savoir-faire qui pourra faire en sorte qu'un homme puisse plus tard s'en sortir. Ils ont tout fait, ils se sont sacrifiés pour me mettre à l'école et je puis vous dire que j'étais un enfant têtu et turbulent. Ils ont tout fait pour me mettre, avec leur maigre salaire de simple petit fonctionnaire, pour me mettre à l'école. J'ai été dans des meilleures écoles, dans des écoles où j'apprenais correctement, malgré le fait, comme je vous dis, j'ai occupé tous les rangs. Autant j'ai été parmi les 5 premiers de la classe, autant j'ai été parmi les 5 derniers, j'ai occupé tous les rangs. J'étais quelqu'un, même pour vous dire, chaque année j'étais exclu au moins pour 3 jours à cause des bagarres, parce que j'étais quelqu'un d'assez indiscipliné. J'étais quelqu'un d'assez turbulent, j'étais turbulent. Mais c'est comme ça, c'est parce que voilà, je n'avais pas encore conscience de la vie, je n'avais pas encore conscience du bien fondé de l'école. Je suis arrivé, j'ai quitté le système français au Gabon, les gros bouquets 1, gros bouquet 2, etc. J'arrive en 6e à Léon-Bas, pour moi ça a été un choc. Ça a été un choc d'entrer dans le système éducatif gabonais. Ça a été pour moi la première fois d'entrer dans une classe où on était à plus de 25, d'entrer dans une classe où j'étais avec des mamans, avec des élèves, mais qui avaient des seins. Pour moi, c'était la première fois d'être dans des classes avec des gens comme ça. J'ai été choqué. Et au bout d'un an, j'ai été viré du lycée Léon-Bas. C'était à l'époque, en 1991-92, à l'époque juste après Madame Paulette Missambo, à l'époque du proviseur Raphaël Manguala. Je pense que les anciens se souviendront. J'étais en 6e J. Je me rappelle, ma prof principale, c'était Madame Koumabila. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. C'était prof d'histoire géo. Une dame très sévère, mais en même temps très gentille. Autant cette dame me tapait dessus, mais en fait, c'était pour mon bien. Et j'ai été renvoyé. J'ai été renvoyé donc en 6e du lycée Léon-Bas, pour vous dire. J'étais quelqu'un, j'avais les cheveux défrisés. J'étais comme un petit fou, comme un petit malade. Mais tout simplement parce que je n'avais pas conscience. À partir du 2e trimestre, encore que cette année-là, c'était un semestre, je n'allais plus en classe. Je me réveillais comme toute personne. Je me réveillais à 6 heures, tout ça. J'habitais à Calicac, donc juste derrière le lycée Léon-Bas. Soit je prenais le pivot, le Mapan, par le camp de Boy, tout ça en 5 minutes. J'étais au lycée Léon-Bas. Ou alors je passais par la voie, la grande route, le Koumé Palace, etc. Mais je puis vous dire que je me réveillais tous les matins, 5 heures, 6 heures, j'étais bien frais, je prenais mon sac, j'allais, mais je n'allais pas en classe. J'allais suivre les petits voyous. J'avais une bande d'amis, là, on s'appelait la famille Ottawa, dont d'ailleurs il y avait même un des fils de Mac Joss, Mao, je crois qu'aujourd'hui il est ingénieur au Canada. J'allais pas en classe. On allait entraîner toute la journée au lycée Léon-Bas, on allait dans d'autres établissements, on se baladait un peu partout. Et je rentrais tous les jours chez moi à 13h, 14h, comme un élève normal, comme un lycéen normal. J'allais me balader à la gare routière, je prenais le bus de Léon-Bas, j'allais à la gare routière, et puis je reprenais d'autres bus, parce que ce monde me fascinait. J'entendais souvent parler des cascadeurs, j'entendais parler des chauffeurs de bus qui étaient des véritables stars. Je me rappelle, il y avait Colt, il y avait Caillou, il y avait en fait, et c'était une époque où vous avez en fait des bandits, mais qui étaient des stars. Vous aviez quelques années auparavant Fantomas,
vous aviez à Ouzou, la bande à Ouzou, il y avait à l'époque la Girco, hein, tous ceux-là qui ont, comme moi à peu près, qui ont dépassé la quarantaine, qui ont 43, 44 et plus, savent de quoi je parle. Et donc c'était ça, ça me fascinait, ce monde me fascinait. Je me baladais souvent avec des fumeurs de chanvre, ils fumaient leur chanvre devant moi, avec... Mais vous voyez, ce qui m'a permis de tenir, c'est parce que les modèles que j'avais, oui, Raphaël Manguala, les modèles que j'avais, je ne dis pas que c'était des gens parfaits, je ne dis pas que c'était des saints, mais jamais, mon père et ma mère ne m'ont donné une éducation où le vol était une norme. Ils ne m'ont jamais donné une éducation où aller entrer dans un parti politique devait assurer la pérennité. Donc, c'est-à-dire avoir de grandes maisons, avoir beaucoup de voitures, etc. Jamais. Pourtant, je me rappelle, lorsque nous étions au primaire, le 12 mars, c'était une fête, mais plus grande que celle du 17 août. Lorsque nous étions au primaire, hein, je me rappelle, on prenait tous les 5 premiers de chaque classe pour aller défiler au 12 mars. Et je me rappelle que mon père, ma mère, tout ça, tous les Gabonais à l'époque du parti unique, dans les années 80, n'avaient pas leur mot à dire. Les sociétés devaient aller défiler. Ah, il y a trop de vent. Oui, je suis au bord du fleuve et ça caille, pour vous dire. Donc je vais mettre là, comme ça vous allez m'entendre mieux. Donc à l'époque, les parents n'avaient pas leur mot à dire. Ils allaient défiler au 12 mars. Donc pour vous dire que j'ai des parents lettrés qui sont allés à l'école, qui sont allés à l'étranger, qui auraient pu rester à l'étranger pour faire leur vie, mais ils ont décidé de rentrer au Gabon pour développer leur pays. Et diplômés, ils auraient très bien pu franchir les échelons du parti unique pour se faire un nom et autres, mais ils ont préféré être des Gabonais lambda, être des Gabonais simples, qui travaillent le matin, qui rentrent le soir et qui éduquent leurs enfants. Et ça a été ça mon modèle pendant des années. Ça a été ça qui m'a permis de comprendre qu'en fait, rien ne vaut la dignité de l'être humain. Rien ne vaut la réputation de quelqu'un. Vous allez voir mes parents et leur dire Bernard est quelqu'un de nerveux, Bernard est quelqu'un qui se bat, qui se battait. Mes parents vous diront oui, c'est vrai. Mais allez-y voir mes parents et dites oui, on a vu Bernard avec un sac de drogue ou avec un bâton de joint, avec du chanvre. Mes parents prendront un bâton et vous taperont parce qu'ils sauront que vous êtes un menteur. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Mes modèles, c'était mes grands frères, c'était mes aînés. J'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi. Et quand il a fait sa crise d'adolescence, on vivait dans la même chambre. Quand il a fait sa crise d'adolescence, il rentrait tous les soirs bourré. Tous les soirs, il fumait, tous les soirs, il rentrait ivre, sentait la cigarette et tout. Et j'ai grandi avec lui comme ça. Et j'ai vu les méfaits du tabac, les méfaits de l'alcool. Et croyez-moi, pour avoir vécu avec quelqu'un comme ça, qui en plus était asthmatique, jamais ça ne m'a donné envie de prendre de l'alcool ou même de fumer. Jamais. Ce qui fait que même en 6e, lorsque je me baladais avec des voyous, comme je vous ai raconté, lorsqu'ils prenaient des drogues, lorsqu'ils prenaient de la cigarette, des alcools, jamais l'idée ne m'a traversé. Même lorsqu'on disait « Oh mais tiens, goûte quand même, ne fût-ce qu'une fois, goûte, etc. » Jamais ça ne m'a traversé l'envie parce que je savais que ça n'allait rien m'apporter. Donc c'est comme ça que plus tard, à cause des grèves à répétition, les parents ont décidé de m'envoyer à l'étranger, que je reparte à l'étranger. Et
Personnellement, j'ai décidé d'aller à Dakar, d'aller au Sénégal, parce que bon, voilà, l'Europe ne m'intéressait pas. Et puis au Sénégal, j'avais des amis, j'avais ma grande sœur, Laure Ekoula, qui est à Port-Gentil, qui y était. Je suis allé à Dakar et j'ai été traumatisé. C'est ce que je vous ai pas dit entre-temps, hein, je m'étais pris en main, j'apprenais correctement, j'étais à l'Immaculée, etc., etc. Mais à cause des grèves à répétition, des années scolaires qui toujours chancelantes, etc. Donc au final, les parents se sont sacrifiés et je suis parti à Dakar. À Dakar, j'ai été choqué de voir ce que nous on appelait au Gabon les Saïs. Donc les Sénégalais, les Maliens, les Malikas, tout ça. De voir des gens au Gabon à la limite qu'on méprisait, mais des gens qui étaient dans un pays plus développé que le Gabon. J'étais choqué. Je me suis dit, mais comment le Sénégal a une population que nous traitons de pauvres, que nous traitons de tous les noms chez nous au Gabon, mais ils vivent mieux que le Gabonais. J'ai été choqué, je vous assure que ma première année, j'étais choqué complètement. Et j'ai appris à devenir un homme. Parce qu'entre-temps, je n'avais pas de boulot, je n'avais pas de machin. J'étais dans un pays tout seul. Je vivais même pas avec ma grande sœur. Je vivais chez moi, dans les quartiers populaires sénégalais. Et les parents se battaient pour m'envoyer, à l'époque c'était quoi, je crois 100 000 hein, ou 120 000 par an, par mois. Et puis je devais me débrouiller. Je devais apprendre à faire mon marché tout seul. Je devais apprendre à gérer. Donc, je vais à l'école. Oui, Laure la chanteuse, oui, c'est ma grande sœur, c'est l'aînée. Donc, je devais apprendre à aller à l'école, à me réveiller tout seul, aller à l'école, rentrer, avoir faim, mais malgré la faim, me débrouiller à cuisiner, manger, apprendre mes leçons, etc. Voilà ce que j'ai appris à faire. J'ai appris à commencer à entreprendre. À l'époque, au Gabon, surtout dans les années fin 90-2000, lorsque les GSM sont venus, les Libertis et autres, je me rappelle, les téléphones, je crois, étaient dans les 300 000, tout ça, tout neuf, 300, 400, 500 000. Alors qu'au Sénégal, maison mère, les téléphones coûtaient 80 000. Donc j'ai commencé à économiser, épargner, acheter 2-3 téléphones, à renvoyer au Gabon pour que mes aînés les vendent, etc. Et puis j'ai commencé à me faire un peu d'argent comme ça. J'étais l'un des rares étudiants à l'époque au Gabon, à l'époque au Sénégal, je crois qu'on était à peine 300, dans les années 90, 98. J'ai été l'un des rares à tout avoir chez moi. Télé, câble, frigo, tout. Pendant que les autres, la télé, le câble, c'était un mythe. Pendant que les autres étudiants, leur chambre, c'était tu rentres, le matelas est au sol, et puis c'était ça. Mais à cause de cet entrepreneuriat, je vivais comme un fils de ministre. À un moment même, je me suis tellement fait d'argent que ma mère avait décidé de me couper les vivres. Donc, elle ne m'envoyait plus rien. Et donc, ça créait même un grand problème entre elle et moi, parce que je lui disais, ben non, tu dois continuer à m'envoyer les 100 ou 120 000 que tu m'envoies chaque mois. L'argent que je me fais à côté en me faisant, en vendant du matériel ne te regarde pas. Donc, c'était pour vous dire. À l'époque, Air Gabon existait. Je me rappelle une fois même à Noël, Air Gabon faisait des promotions pour les étudiants. Et le billet d'avion Dakar-Libreville, aller-retour, était à 150 000. Donc j'ai acheté mon billet, je suis parti. Mais il fallait voir les amis au Gabon, à la cité. Oh, mais tu viens à peine de partir, comment tu reviens, etc. Donc c'était pour vous dire en fait qu'à cette époque, très tôt, j'avais compris que seul l'entrepreneuriat permettait d'éloigner l'être humain de la pauvreté, permet d'éloigner l'être humain des vices, de la corruption, de la drogue, du vol. Et puis plus tard, j'ai continué. J'ai eu mon bac, je ne suis pas allé en Europe, j'ai décidé de poursuivre au Sénégal, à l'Institut africain de management. Et là, quand j'arrive, je suis en entretien avec mon directeur, Monsieur Moustapha Mamba Guirassi. Il me demande, mais qu'est-ce que tu sais faire? Écoutez bien, hein, je suis étudiant, je viens d'avoir mon bac. Je vais dans une université, une école universitaire qui avait un partenariat avec le Canada.
avec Chicoutimi au Québec. Et puis mon directeur me demande, qu'est-ce que tu sais faire? J'étais un peu perdu, je me dis, mais moi je viens pour les études, pour me faire former, pour être étudiant. Pourquoi, comment ça vous me demandez qu'est-ce que je sais faire? Et puis il me dit, ici tu vas apprendre à être plus tard un créateur d'emploi, un pourvoyeur d'emploi et non un demandeur d'emploi. Vous savez, ça m'a choqué. Parce que jusque-là, pour moi, j'allais à l'école pour avoir un diplôme et puis quand je termine, je deviens fonctionnaire comme mes parents et puis voilà. Et là, cet homme me dit non, que moi ici, je forme des futurs pourvoyeurs d'emploi et non pas des futurs demandeurs d'emploi. Et quand il m'a demandé qu'est-ce que tu sais faire, je lui ai répondu, bon, je suis quelqu'un, je pratique beaucoup de sport, je fais du roller, etc. Il m'a dit, ok, je vais te financer. Crée un projet autour de ton activité. Et puis comme ça, j'ai pensé à l'époque, vous savez, on avait le Rolls. Hein, à l'époque, encore quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait c'était quoi, le Night Fever de Patience, le premier roller là qui était à l'Ikwala. Ensuite, il y a eu le Rolls derrière Mbolo, derrière American Food à l'époque, dans les années 90. Et puis je suis quelqu'un, je patinais très bien. J'avais une paire de patins, j'étais quelqu'un, je patinais très bien. Le Rolls, j'y allais, c'était quasiment ma maison. J'avais ma propre paire de patins. Le Rolls, il y avait à l'époque le Grand Homer, je ne sais pas si certains s'en souviennent. Voilà, donc j'étais de l'époque, donc de l'ouverture jusqu'à ce qu'à l'époque, je crois d'ailleurs qu'il est là, ici à Paris, Arnold, je crois que c'est Arnold Mihindou, je crois qu'il y avait le Rolls à l'époque. Donc voilà, je me suis dit, mais tiens, pourquoi je ne vais pas me lancer dans une patinoire un peu comme à l'époque du Rolls. Et puis mon directeur, comme ça, m'a financé à hauteur de 2 millions au Sénégal pour créer une patinoire. Comme ça. Je vous assure que j'en revenais pas. J'ai créé comme ça au Sénégal une patinoire sur le terrain de la mairie, sur un terrain de basket. On le faisait les mercredis et les samedis. Et comme ça, en fait, le directeur, qu'est-ce qu'il avait? Le directeur d'école, qu'est-ce qu'il avait dans ça? Qu'est-ce qu'il y gagnait? Ben non seulement je faisais la publicité de son école, mais en même temps, ça me permettait, moi, de mettre en pratique les cours que je prenais, donc les cours de gestion, les cours de management, etc., etc. Donc, comme ça, étant étudiant, à l'époque, j'avais quoi, 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à faire mes premiers millions. Nous avons commencé à faire nos premiers millions. Nous avons commencé à faire du marketing. Donc, c'est-à-dire que lorsque des entreprises voulaient rendre public ou faire du marketing, de la publicité sur leur boîte, elles me contactaient. Et puis, avec les autres, on signait, un contrat, 1 million. Et puis, on distribuait dans tout Dakar 20 000, 30 000 flyers, tout en faisant du sport, en faisant du roller. Et là, il y a eu un déclic. À ce moment, je me suis dit, mais c'est vrai. Voilà, je suis là, loin de mon pays, sans piston, sans rien, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à commencer à faire des millions. Mais pourquoi je ne le ferais pas dans mon pays? Et c'est comme ça que tout en étant étudiant, j'ai commencé à faire le tour du Sénégal, toutes les régions du Sénégal, comme ça. Donc, à travers ces contrats publicitaires, j'ai commencé à faire le tour de l'Afrique de l'Ouest, à travers ces contrats publicitaires, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau. J'ai commencé comme ça à travailler tout en étant étudiant. Une entreprise française est venue s'installer à Dakar, du nom d'Odyssée Visual. Et cette entreprise, comme mon directeur avait des ambitions africaines, panafricaines, il a commencé à créer cet établissement universitaire un peu partout en Afrique, au Mali, au Burkina, etc., etc. Et puis il a contacté une entreprise française qui s'est installée au Sénégal. Cette entreprise était censée faire la publicité de son école et autres et autres. Et c'est comme ça qu'au cours d'un voyage d'immersion, donc avec l'école, à Kédougou, donc c'est à une zone... c'est en milieu rural, c'est à 700 km de Dakar. Voilà que cette équipe se retrouve
bloqués parce que certains de leurs caméras étaient bloqués, je sais pas quel problème technique ils avaient. Et c'est comme ça que le directeur leur dit, mais tiens, j'ai mon étudiant qui est là dans le domaine de l'audiovisuel, qui a du matériel, qui a, voilà, et c'est comme ça qu'ils nous mettent en contact. Et c'est comme ça que je prête mon matériel à cette grande boîte de production audiovisuelle sans rien demander. Je les ai dépannés, j'ai pas demandé un rond. Eux, en retour, ils ont été gracieusement payés. Et puis, ils ont voulu me donner quelques centaines de mille en remerciement. Je leur ai dit, non, j'ai pas besoin d'argent. Je le fais parce que, bon, voilà, vous êtes des techniciens, on s'est retrouvés en pleine forêt à 700 km de Dakar. Voilà, j'avais mon matériel, je vous ai prêté et je vous assure que Dieu m'en est témoin, je n'en ai tiré rien financièrement. Honnêtement, j'ai dépanné comme ça parce que ça m'a fait plaisir. Eh bien, eux, en retour, dans leur projet d'expansion, avaient besoin de quelqu'un, voilà. Et c'est comme ça que j'ai été engagé dans cette boîte, étant étudiant et étant à Dakar. Mon monde professionnel a commencé comme ça. Au point même où, un moment, pendant les vacances, je me suis retrouvé à diriger l'agence, étant étudiant. J'ai soutenu dans ce domaine, dans le domaine de la production audiovisuelle, et comme je vous ai dit, avant même d'avoir soutenu mon master en management des technologies de la communication et de l'information et de la communication, j'ai terminé, voilà, j'étais un professionnel accompli. J'ai travaillé pendant plus de 5 ans. J'ai commencé à faire le tour du monde, comme je vous dis, commencé à réaliser pour les grandes boîtes internationales, et donc du coup, à un moment, j'en ai eu marre. Bon, évidemment, quand je vous le dis, c'est vrai, les vacances, j'allais en vacances, que ça soit au Gabon, que ça soit dans d'autres pays. Mais à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je veux rentrer dans mon pays. Entre-temps, j'avais rencontré mon épouse gabonaise. Nous nous sommes mariés, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis au bout d'un an, j'ai décidé de faire mon premier enfant. Au bout de 2 ans, 2 ans après notre mariage, j'ai décidé de faire notre premier enfant. Et là, j'ai eu un fort sentiment du ras-le-bol de l'étranger. Je voulais rentrer chez moi. Je voulais exercer chez moi ce que j'avais appris. Je suis rentré au Gabon en 2010. En 2010, pendant 6 mois, j'ai travaillé dans une boîte du nom d'Ultramax. Tous ceux qui sont dans l'audiovisuel savent quelle est la boîte Ultramax de Max Ngassa, qui aujourd'hui est ici en France. Aujourd'hui, c'est celui qui réalise certains clips de Fally Ipupa, Ferré Cola, vraiment pas mal de stars du monde du showbiz. J'ai été avec Max, j'ai beaucoup appris. Max a renforcé encore mes connaissances. Et après, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. C'est comme ça qu'a commencé mon entrepreneuriat au Gabon. Quand je suis arrivé au Gabon, j'ai pris mon CD et j'ai commencé à faire le tour des boîtes de communication en disant voilà, je suis un jeune Gabonais, voilà ce que je sais faire et autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers contrats. Donc là où certains Gabonais facturaient, je ne sais pas, des marchés à 1 million, moi je facturais à 200, 300 000. Donc vous comprenez que pour des boîtes de communication, avoir quelqu'un qui travaillait de façon professionnelle, quelqu'un qui avait le matériel et qui rendait le travail professionnel, mais moins cher, donc vous compreniez que les marchés ont commencé à tomber de partout, C'est comme ça que je me suis fait un nom au Gabon. Et c'est comme ça que je me suis rappelé, mais tiens, quand j'étais à l'étranger, quand j'étais en Europe, tout ça, je travaillais pour des boîtes internationales. Donc j'ai recontacté ces boîtes en leur disant, ah ben tiens, je suis rentré au Gabon, etc. Et comme ces boîtes à l'étranger avaient déjà vu la qualité de mon travail, ben c'est comme ça que j'ai été correspondant, par exemple, pour Canal+, pour Plus d'Afrique, sur les émissions Plus d'Afrique et autres. C'est comme ça que depuis le Gabon, j'étais correspondant pour beaucoup d'autres. Et c'est comme ça que certaines de ces boîtes, lorsque par exemple National Geo, Planète, tout ça avait besoin d'images de forêt et autres, ben ces boîtes depuis l'Europe disaient ah ben tiens, on a un élément qui est là-bas au Gabon qui réalise, etc. Donc vous comprenez
ce n'est pas parce que je suis entré dans un parti politique, ce n'est pas parce que j'avais des contacts, ce n'est pas parce que mes parents avaient un carnet d'adresses que j'ai commencé à me faire, mes frères. Si je prends aujourd'hui le temps de vous raconter ceci, c'est pour vous dire que l'argent, j'ai commencé à toucher l'argent de façon honnête. Donc lorsque je vous dis que j'ai commencé à faire mes premiers 20, 30 millions, à un moment je me suis assis, je me suis dit, ah, donc c'est possible, c'est possible au Gabon, malgré la dictature, malgré le vol, malgré la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, donc c'est possible de s'en sortir et de se faire de l'argent. Voilà pourquoi l'autre jour dans le live, peut-être certains ont pris mes propos comme étant de l'arrogance, quand je disais à certains que je suis quelqu'un, je ne manque de rien. Non pas parce que mes parents étaient riches ou parce que je bénéficiais des contacts des uns et des autres, mais parce que je sais c'est quoi l'entrepreneuriat, mes frères. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de Gabonais se tuent pour aller à la fonction publique. Pour quel salaire? 500 000? Lorsqu'une entreprise, lorsqu'une boîte de communication, je vais vous donner quelques noms. Lorsqu'AG Partenaire, AG Partenaire qui est au Gabon, lorsque Affinity McCann, lorsque quelle boîte encore il y avait, Océan Ogilvy me contactait pour réaliser un spot publicitaire. Est-ce que vous savez qu'un spot publicitaire de 35 secondes à 1 minute, moi qui étais l'un des Gabonais les moins chers, je le facturais à 1 million, 1,5 million. Pour réaliser un spot de 53 secondes ou de 35 secondes, ça me demandait, par exemple, une journée de tournage et 3 jours de montage. Mais au bout d'une journée de tournage et 3 jours de montage, j'avais 1 million, 1,5 million. Donc, essayez d'imaginer lorsque ces entreprises de communication vous appellent 10 fois dans le mois pour réaliser un spot à 1,5 million, sachant que vous êtes professionnel, que vous avez le matériel et que vous êtes moins cher, que vous, au lieu de facturer comme les autres, hein, je vais vous donner un exemple, chez mon grand frère, Antoine de Point Image, quand Point Image vous facturez un spot, le spot c'était pas moins de 5 millions, 10 millions. Mais moi, pauvre Gabonais, pauvre Bernard que j'étais, qui venait de débarquer au Gabon, je ne pouvais pas me permettre de facturer des spots publicitaires à 5 millions. Je facturais le spot à 1,5 million. Donc vous comprenez que lorsque ces boîtes étaient rassurées de la qualité de mon travail, étaient rassurées de mon professionnalisme, ben il m'arrivait comme ça dans le mois d'être appelé par 4, 5, 6, 7 fois. Et quand, en retour, vous avez une épouse comptable de formation qui assure votre comptabilité, qui vous dit, écoute, au lieu d'être au noir, tu peux aller t'enregistrer à la PIEX, te mettre en entreprise individuelle où tu payeras 500 000 d'impôts par mois, par an, et qu'à chacune à chacun de tes marchés, tu retires 9,5 que tu vas reverser au trésor. Mes frères, quand tu as une facture de 1,5 million, tu enlèves 9,5. Ça te faisait à l'époque quoi, à peu près moins de 150 000. Tu prends, tu vas déposer au trésor. Le 1,3 million que tu as là va directement dans ton compte en banque. Quand la fin d'année fiscale arrive, on regarde, on voit, on se dit que bon, tu n'as pas dépassé les 50 millions de chiffre d'affaires, mais tu as déjà payé tes impôts. Tes impôts, c'était les 500 000 que tu as payé là-bas, plus les 9,5 qui étaient un acompte de crédit d'impôt, mes frères. Maman Jeanne Thomas, je suis en direct, Maman Jeanne Thomas. On se rappelle après. Donc vous comprenez que à la fin de l'année, comme ça, en m'amusant, je me retrouvais avec un chiffre d'affaires de 50, 60 millions. C'est comme ça que ma mère, par exemple, me dit, écoute, il y a suffisamment de place là, dans le terrain familial, construis tes bureaux là. C'est comme ça que sur des anciennes installations qu'elle avait faites et autres, j'ai cassé, j'ai démoli, j'ai construit mes bureaux. Les photos sont là, mes frères. Je peux vous montrer encore comment avec ma femme, mes enfants,
Nous faisions les travaux. Comment certains frères entrepreneurs aussi venaient un peu. Donc vous comprenez que lorsqu'honnêtement, sans passer par les hommes politiques, tu arrives à te faire 50 millions de chiffre d'affaires par an. Tu arrives à acheter ton billet d'Air France, aller-retour, vers les États-Unis ou je sais pas quoi, 1 million, 1,5 million. Quel est l'homme politique qui va te dire, oh écoute, Bernard, viens rentrer au PDG, je viens soulever mes valises, tu auras 500 000 à la fin du mois. Ça n'a pas de sens. Donc voilà pourquoi je vous dis, et je vous ai toujours dit mes frères, l'entrepreneuriat libère. L'entrepreneuriat vous permet de vous construire, vous permet de vous réaliser. Celui qui est fonctionnaire, même avec la catégorie la plus élevée, ne pourra jamais laisser à ses enfants des centaines de maisons comme patrimoine, des centaines de voitures comme patrimoine et autres. Jamais, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi même lorsque on m'a appelé à l'époque China Dupont qui est ici en France, China Donia, qui est une amie d'enfance, je vous ai parlé de Léon Bas. Hein? Pour ceux qui connaissent China, vous vous rappelez que c'était aussi une ancienne de Léon Bas. C'était aussi une amie d'enfance de la cité Calicac, où elle venait souvent passer les vacances chez une de ses mamans. C'est comme ça que cette sœur, lorsque je rentre en 2010 ou 2011, China me dit, ah mais tiens, toi qui es dans la communication, je suis dans une ONG où, voilà, on organise Miss Gabon. C'est comme ça qu'elle m'a appelé, elle était responsable communication. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai réalisé ce que vous voyez, tous les Gabonais voyaient là, sans savoir que c'était moi qui réalisais, la minute de la Miss. Où c'était en fait un making-of de tout ce qui se passait la journée, comment les filles s'entraînaient, tout ça. C'est moi qui le réalisais. Et même ça, certains Gabonais, un groupe de Gabonais, à un moment, se sont ligués contre moi en disant « Je suis venu leur arracher leur gombo ». J'avais dû aller au tribunal déposer une plainte en citation directe. Et à partir de là, on m'a collé la paix. Donc c'est pour vous dire, mes frères, je n'ai jamais eu besoin de parachute au Gabon. Je n'ai jamais eu besoin d'entrer dans la politique pour être celui que je suis aujourd'hui. Ni moi, ni mes frères et sœurs. Voilà pourquoi vous comprenez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de corruption, la corruption naît de la pauvreté. La corruption naît du manque d'ambition des jeunes Gabonais. Lorsque j'étais jeune, je vous dis, hein, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais élève, le modèle des jeunes Gabonais, c'était des fémans. C'était des fémans. Lorsque j'étais jeune, les héros des jeunes Gabonais, on nous sortait des noms comme les Éric Pajero, comme il y avait qui? Il y avait toute une bande, là, Éric Pajero. Ils étaient pleins. Et quand vous écoutez l'histoire, c'était toujours l'histoire des frappes. Oh non, ils sont allés, ils ont frappé Patience Dabani, 100 millions. Ils sont allés, ils ont frappé Bana, 200 millions. Il y avait un autre, Vita, qui a même traîné avec moi, Léon Bas, Vita, hein, que ceux de la cité Pompidou connaissent. Hein, c'était un neveu de Bana ou je sais pas. Oh, Vita a frappé ci, Vita est parti, Vita ceci. J'ai vécu avec beaucoup de ces gens, les amis. Mais je suis toujours resté droit. Je suis resté droit. Ces gens, c'était ça les modèles de la jeunesse gabonaise. C'était les fantomas. C'était. Nous n'avons pas, moi, du moins, hein, quand j'étais jeune, dans les années 80-90 et que j'étais au Gabon, je n'ai pas connu de modèle d'entrepreneurs gabonais qui se sont faits par eux-mêmes. Je n'ai pas connu ça. Les seuls Gabonais, quand j'étais jeune, qui étaient des modèles, c'était des voyous. C'était des gens qui étaient trempés dans la politique. Et c'est ce système qui a continué. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le système Bongo PDG a compris qu'il fallait instrumentaliser des jeunes, leur donner quelques millions, quelques miettes, pour pouvoir faire et perdurer dans ce qu'ils faisaient. Donc aujourd'hui, ce que vous entendez là, oh, tel a pris 10 millions, on nous parle de 100 millions de machin. Comprenez qu'au-delà, c'est pas que ces personnes aussi sont foncièrement mauvaises, mais c'est tout simplement le modèle qu'ils ont vu tout au long de leur vie. C'est le fait qu'ils n'ont plus aucun espoir de vivre décemment du fruit de leur
de leur travail, de devenir fonctionnaires et autres. Donc ils se disent, le raccourci, c'est d'aller, en un claquement de doigts, aller prendre 10 millions, 100 millions par-ci, 100 millions par-là, parce que plus haut, ceux qui ont fait l'école, qui sont intellectuels et politiques, mais c'est ce qu'ils font, mais à base de milliards. Voilà pourquoi j'ai intitulé le titre de mon live. Quel exemple, quel exemple pour la jeunesse gabonaise. C'est la même jeunesse là, voilà pourquoi c'est la même jeunesse qui souffrait, mais c'est la même jeunesse qu'on voyait aller prendre 5000, un t-shirt et un sandwich. C'était ça le problème, c'est ça le problème de fond. Voilà pourquoi même là actuellement avec le CTRI, beaucoup ont compris qu'il suffit de quelques billets de banque pour faire taire certains. Voilà pourquoi vous verrez que des gens comme mon frère Alioune, hein, le frère Alioune que tout le monde vous connaissez. Voilà pourquoi jamais vous ne verrez que des gens comme mon grand frère Alioune, on ne va l'appeler un jour sur un plateau télé pour débattre des problèmes de société du pays. Voilà pourquoi vous ne verrez que jamais vous n'allez entendre qu'on a appelé Alioune, on l'a nommé dans tel ou tel ministère. Jamais vous n'entendrez ce genre de choses. Parce que c'est quelqu'un qui, je le sais, le cite lui, hein, un exemple, mais il y a beaucoup d'autres. C'est des gens qui ne sont pas des modèles pour les politiciens. Vous savez, pendant là, les élections, là, de par le travail que j'ai fait avec Périnco, je vous donne un exemple concret. De par le travail que j'ai fait avec Périnco, j'ai appelé certains hommes politiques. J'avais les preuves de corruption de Noureddine, de Sylvia, de tout, hein, avec Périnco et autres. J'avais des preuves irréfutables. Les candidats là que vous voyez là, j'ai appelé certains. Je ne cite pas les noms. Suivez seulement mon regard. Les grands candidats que vous voyez là, j'ai appelé beaucoup d'entre eux en leur disant, voilà, j'ai un dossier, j'ai travaillé avec des avocats ici. Nous avons travaillé, nous avons un dossier contre les Bongos, contre la famille Régnant, contre Delta Synergie. Les avocats ici ont fait un travail extraordinaire. Et pour ceux qui connaissent les avocats engagés, pour payer un avocat, c'est pas moins de 20-30 000 euros. Mais à cause du travail que j'ai fait, du sacrifice que j'ai fait, les avocats ont dit, on va t'aider. Au lieu de te demander 20-30 000 euros, donne-nous un forfait symbolique de 5 000 euros. J'ai contacté ces hommes politiques, hein, qui dépensent des centaines de millions, qui prennent les avions que vous avez vus à travers tout le pays, là. J'ai discuté avec eux. De vive voix, je vous dis, écoutez, suivez bien mon regard. Vous savez, comme on ne cite pas certains contemporains, là, suivez bien mon regard. Les grands hommes politiques de ce pays, qui aujourd'hui sont à la tête de beaucoup de choses dans le pays, je les ai contactés sans intermédiaire. Parce que pour beaucoup, ils connaissent le travail que je fais. Beaucoup ont botté en touche. Parce qu'en réalité, ils ne voulaient pas faire de l'ombre à la famille régnante. Parce qu'en réalité, beaucoup sont également dans les affaires avec eux. Beaucoup. 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 Et quand je parle là, je vous dis, je vous parle de l'opposition. Je ne parle même pas du pouvoir. Je vous parle de l'opposition gabonaise. Que ça soit chez mon père là-bas en Mboué, que ça soit partout ailleurs. J'ai découvert des choses trop sales dans le pétrole. Des gens qui, un peu comme vous avez vu les activistes là, la nuit crient, tapent sur le système. La journée tape sur le système. Mais la nuit sont en affaire avec eux, leurs enfants sont en affaire avec eux. Et ils m'ont tous tourné le dos. Tous. Tous. Vous comprenez? Mais malgré ça, c'est toujours là. Je me bats là avec les avocats, comme je vous dis, dans peu de temps. Les choses sont là, vous verrez seulement. Donc si je vous le dis, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, vous qui avez trouvé la politique comme débouché, vous qui avez trouvé être les bons petits des hommes politiques, de l'opposition ou du pouvoir, vous là, vous n'avez encore rien compris de ce qui se passe au Gabon. Si vous avez pu me voir m'opposer à cette chaîne de télévision qui m'avait contacté
pour fabriquer des films que vous tous vous avez vus, des films qui n'avaient rien à voir avec la politique. Si j'ai pu prendre mon courage et les affronter, si j'ai pu aller dans leur B2, DGR, au palais de justice, les affronter, c'est parce que je suis quelqu'un, je ne traînais aucune casserole. Et je ne continue de traîner aucune casserole. Je suis quelqu'un, je n'étais redevable à aucun, et je ne suis redevable à aucun homme politique. Donc vous comprenez que même eux, c'est-à-dire que faut comprendre que ces gens, pour pouvoir vous atteindre, il faudrait que vous leur soyez redevables. Si un jour j'avais mangé l'argent du système ou du pouvoir en place, ça aurait été comme une dette morale et une dette physique. Mais comme, grâce à l'entrepreneuriat, grâce au fait que j'ai toujours travaillé ma pitance, ces gens n'avaient pas de force morale et spirituelle sur moi, ils ne savaient pas comment m'atteindre. Pire encore, en décidant d'entrer dans la société civile, en faisant des lives, sans avoir insulté les pères et mères des gens, les choses en dessous de la ceinture, il n'y avait encore aucun motif légal de me mettre en prison. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vais bientôt terminer en vous disant, frère, si Amo a pu, à un moment donné, voler le pays, opprimer le peuple, et qu'il a demandé pardon aux Gabonais, le peuple a pardonné. Si Jean Ping, qui était un des piliers de la dictature sous Omar, a pu demander pardon au peuple gabonais et que les Gabonais ont pardonné, qui sont les activistes qui ont à un moment donné, par faiblesse, accepté l'argent de la corruption? Qui sont-ils pour ne pas demander au peuple gabonais et que le peuple gabonais prenne ce pardon? Parce que quoi qu'il en soit, c'est vrai, comme on dit, l'être humain, nous avons souvent ce mauvais comportement qui est que lorsque quelqu'un a fait du bien pendant 10 ans, il suffit qu'il faute pendant 1 an et on ne retiendra que cette année. Oui, mes frères et sœurs que j'ai exposés là, qui ont mangé l'argent du pays, oui, avant d'accepter de se faire recruter par le système, par le pouvoir, oui, ils ont dénoncé, ils ont dit des choses vraies. Même si après, la Starmania a pris à certains, mais il faut reconnaître que certains ont dit vrai. Mais moi, au-delà de ça, Eric, je sais comment tu es rentré. Je sais que il y a eu la pression familiale. Il y a eu tes grands frères du CEDOC, tes grands frères à la présidence, dont aujourd'hui ton cousin est à la présidence aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu toute cette pression à l'époque. Les menaces qui t'ont contraint à être un agent double. Nous le savons. Les preuves et autres. Tous les autres, les bitomes, tous les autres, tous ceux qui sont allés manger. Personnellement, je sais, parce qu'à un moment donné, nous avons marché ensemble. Je sais que c'est le manque de revenus, le chômage, qui a permis que certains puissent glisser. Moi, la seule chose que je demande, c'est à un moment donné de demander pardon aux Gabonais. Pardon aux Gabonais pour ce que vous avez fait. Et Eric, tu dois demander pardon à ma mère. L'orgueil devant les hommes, c'est bien. Mais quand on est face à Dieu, l'orgueil là, tu sais, les 4 années que j'ai passées à mal me nourrir, à vivre en permanence dans le stress, à dormir au salon en pensant que ça serait peut-être le dernier soir que je verrai ma femme, mes enfants, ça m'a détruit la santé. À vie. Aujourd'hui, je prendrai des médicaments à vie. Aujourd'hui, je me pique à vie. Aujourd'hui, je me balade avec des appareils à vie. Si je te le dis, mon frère, c'est que les gens qui te suivent,
ne seront pas là quand ta conscience détruira ta santé. Quand Dieu décidera qu'il est temps de payer les pots cassés. Tu sais quelles sont les actions que tu as entreprises après ton braquage lorsque tu étais avec ta mère il y a 1 an, il y a 2 ans, parce qu'à cause d'une grande femme qui se dit présidente d'un groupe de résistantes est venue exposer certaines choses sur les réseaux sociaux. Au lendemain de ça, du live qui s'est passé, tu t'es fait agresser. À l'époque, on t'a, je crois, arraché tes chaînes en or, tu es tombé, tu t'es blessé. À l'époque, tu as estimé que c'était moi le responsable. Que si tu avais été agressé dans la rue, si on t'avait volé, c'était à cause des révélations que j'avais faites sur ta fameuse richesse, sur comment tu achetais tes voitures à 20 millions. Révélation que moi, je n'avais jamais rendue publique. Mais plutôt qu'à l'époque, Colette Rebouka, qui m'avait appelé, qui m'avait menacé à l'époque, avec qui, l'autre que vous savez là, l'autre, voilà, qui à l'époque m'avait appelé en me disant, mon fils, tu es un Ngouémienné comme moi, je ne veux plus te voir parler ou intervenir ou être dans les lives de la bande à Stéphane Zing et Laurence Ndong, parce que ce sont eux qui ont tué Maître Méré. Si je te vois encore avec eux, sache que je vais te considérer comme un Anongoma, je vais te considérer comme quelqu'un qui n'est pas de mon ethnie. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vous le dis, mes frères, je paye le fait d'avoir voulu jouer le Gabonais qui ne rentre pas dans les clans ethniques, dans les problèmes des gens. Aujourd'hui, je le paye. Cette femme m'a appelé pour me dire clairement que si aujourd'hui je te vois encore parler au Stéphane Zing ou machin, ce sont eux qui ont tué Maître Méré. Sache que nous allons te combattre. Nous allons te combattre. Et comme à l'époque, cette femme était, je la considère comme une maman, comme une confidente, cette femme, à l'époque, avait eu aussi certains bruits. Et puis je lui avais confié que, ah maman, je suis là, je marche avec des gens, mais il y a certaines choses qui me font peur. Nous sommes tous là aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ne travaillent pas, n'ont pas de revenus. Mais voilà, l'autre, voilà, il vient d'avoir de l'argent, voilà, il vient d'acheter une voiture à 17 ou à 20 millions cash. J'avais confié ça à Colette Rebouka. Et quand cette dame a décidé de me combattre, ben elle a pris cet audio, elle l'a rendu public. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que vous entendez là, que oh, Bernard est jaloux d'Éric Otete, oh ceci, cela. Colette Rebouka avait pris cette conversation en privé d'un fils à une mère, rendre ça public pour me cogner la tête à l'époque avec Éric Otete, avec les autres, etc. J'avais confié ce que j'avais découvert à cette dame. Mais comme vous savez, ici en France, la diaspora en France, ils se font une guerre, une haine. Ils ont une haine viscérale. Une haine, je vous dis, mes frères. La haine qu'il y a ici en Europe, là. Entre les uns. Parce que les uns sont francs, les autres ne sont pas francs. Ceci. La haine qu'il y a ici, vous ne pouvez pas imaginer. C'est cette haine-là que vous avez vue jusqu'à aller exposer Tata Huguette. La haine qu'il y a ici en France, mes frères, c'est-à-dire que la haine qu'il y a contre les Bongos même est petite. Mais la haine que vous voyez ces gens-là faire, non. Non. Voilà pourquoi depuis que je suis ici en France, je n'ai jamais mis les pieds chez un Gabonais. Jamais. À l'exception d'une seule, chez qui j'ai été, chez une seule, une résistante, qui est en même temps la parente de mon épouse, c'est la seule. Mais je peux vous dire, Dieu m'en est témoin. Je me suis interdit de mettre les pieds chez qui que ce soit. Et aucun résistant également, aucun Gabonais n'a jamais mis les pieds chez moi. Parce que j'ai peur que, en arrivant chez quelqu'un, on va dire, oh voilà, oh, il est venu montrer oh, où habite tel. Ou j'ai peur qu'en partant, la personne, je ne sais pas, a un malaise et qu'on dise, oh voilà, il est venu empoisonner. Vous savez, l'homme prudent voit le mal de loin. Voilà pourquoi là où je suis là, aucun Gabonais ne sait où j'habite. Et je ne fréquente personne. Parce que la sorcellerie que j'ai vue au Gabon, avec ceux qui marchaient avec moi, je me suis dit, non, pardon. La sorcellerie que j'ai vue au Gabon,
La sorcellerie que j'ai vue dans le milieu politique, chez les grands hommes politiques que vous voyez opposants là, mes frères, rien ne vaut la dignité d'un homme. Rien ne vaut la dignité d'un homme. Voilà pourquoi là où je vous dis, je marche la tête libre. Je peux marcher les épaules carrées dans n'importe quel pays et partout au Gabon. Parce que jamais je n'ai mangé l'argent de la corruption. Jamais un homme politique ne m'a appelé, ne m'a donné des informations me disant fais un live, attaque tel. Jamais. Jamais. Dieu m'en est témoin. Et je peux le jurer sur la tête de mes enfants, sur ce que j'ai de plus cher au monde. Voilà pourquoi beaucoup ne comprenaient pas que je pouvais attaquer le système étant au Gabon, sans craindre que ceci, cela. Mais vous comprenez que quelqu'un qui a mangé l'argent du système, vous pensez que ces gens-là sont bêtes? Vous pensez que quand une compagnie pétrolière te propose 6 milliards avec d'autres, vous pensez qu'ils ne vont pas prendre les dispositions pour vous filmer, pour avoir toutes les preuves, pour vous avoir en main? Vous ne pensez pas? Mes frères, rien ne vaut l'intégrité. Vous pouvez être pauvre, mais mourrez dans votre pauvreté. Plutôt que de mourir et que vos enfants... Ah, mais ça c'est l'enfant de ceux-là, ça c'est l'enfant des voleurs, là, ça c'est l'enfant de tel. Mes parents n'étaient pas... Mon père qui est décédé n'était pas parfait. Je vous dis, il n'était pas parfait. Mais au moins, il est mort sans qu'un homme politique ou quelqu'un ne vienne dire que, oh, voilà, Récoula François a mangé l'argent de la corruption. Non. Oui, mon père était violent. Il a commis des actes de violence. Le caractère que j'ai là, c'est le caractère de mon père. Mon père était quelqu'un de très belliqueux. Quelqu'un de très violent physiquement. Ah oui, il démarrait au quart de tour. C'était le genre de personne, tu lui dis, oh je vais te manger, tout ça en vampire. Il dit, ok, moi je prends mon fusil, je t'abats tout de suite. Comme ça, au moins les balles là, ça ne sera pas des balles en vampire, ça sera des balles réelles. Voilà, j'ai pris le caractère de mon père. Et mon père, c'était quelqu'un qui fouillait, qui détestait la politique. Pourtant, il était à l'école avec les Sois Thomas. Hein, ils ont tous appris là à Toulouse, à l'école des postes et télécommunications de Toulouse. Et pour la petite histoire, je vais même vous raconter. Quand ils terminent leurs études, ils rentrent au Gabon avec donc Sois Thomas et puis d'autres aujourd'hui décédés. Quand ils arrivent au Gabon, lui, il devient simple agent, inspecteur des PTT. Et celui qui était son collègue, une semaine après, devient directeur des PTT, un certain Sois Thomas. Voilà déjà ce que mon père a vécu. Donc vous comprenez que très très jeune, enfant, mes parents étaient des modèles, mes parents m'expliquaient déjà la vie. Et quand mon père en a eu marre de travailler au PTT, il a posé sa démission, il est parti de la fonction publique, du service public, et il est allé à Ciment du Gabon. Ciment du Gabon est une entreprise qu'à l'époque, Elf Gabon avait créée. C'est comme ça que mon père est parti. Mais vous savez quoi? Les 10 années qu'il a passées au PTT, toutes ses cotisations sociales, tout a disparu, complètement disparu. 10 années de sa vie disparues, jusqu'à sa mort. Il n'a jamais récupéré cet argent. Donc, j'ai les lèvres un peu sèches à cause du froid, de l'hiver. Comme j'aime pas mettre l'hypolèvre, je trouve ça, je supporte pas le gras. Donc c'est pour vous dire que la répression, très tôt, j'ai pu voir ce que c'est. J'ai pu voir ce que c'est. Donc mes frères, toi qui es jeune, et qui pense que pour t'en sortir, il n'y a que la politique. Pire encore, aujourd'hui les jeunes filles pensent que pour s'en sortir, il faut aller donner le pipi. Il faut s'attraper un vieux blanc. Il faut s'attraper ces hommes politiques roulants. Vous qui pensez comme ça, sachez que l'entrepreneuriat peut vous sortir, vous délivrer de là. Je vais terminer par ce petit témoignage, toujours me concernant. Lorsque je rentre au Gabon, avec mon diplôme, j'ai plus de 5 années d'expérience professionnelle, 6 années d'expérience professionnelle confirmée. La présidence de la République me cocte, à l'époque, Lazo Lazare à Bourneur. Je lui dis non. Plutôt que d'aller là-bas, parce que je n'étais pas intéressé, j'appelle un de mes cousins, je dis, frangin,
tu as fait un réseau, tu as fait machin, bon, viens vite, amène ton dossier, tout ça, va déposer là-bas à la présidence, contacte Lazo Lazare à Bonheur, etc. Ils ont besoin de techniciens. J'ai contacté comme ça beaucoup de personnes, beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent un peu grâce à moi. Je n'ai jamais souhaité devenir fonctionnaire ou travailler dans les organes de la présidence de la République ou autre. Au point même que même à l'époque, Malika Bongo qui organisait Miss Gabon, lorsqu'elle a vu la qualité de mon travail, je vous parle, les gens sont là, ils sont là, témoins vivants. Lorsqu'elle me demande à l'époque d'entrer au PDG, que j'aurai des nominations, etc. Les témoins, ils sont là, les contemporains, ils sont là vivants. Je lui réponds quoi? Merci pour votre offre, mais je ne peux pas. J'ai déjà mon entreprise et ça me suffit. Vous comprenez? Et je puis vous dire que cette dame-là, j'ai gagné son respect. Parce que beaucoup qui auraient été à ma place, à côté de la fille d'Ali Bongo, moi, simple caméraman des Miss Gabon, etc., elle te repère, elle te dit oui, je veux que tu sois, je veux. J'ai gagné son respect. C'est un peu à cause de ça aujourd'hui que vous allez voir aussi certains détracteurs vous dire « Oh, mais toi, tu as fait partie du système, tu as mangé avec les Bongos, tu avais ton bureau à la présidence. » Congo ça, rien que le Congo ça. Jusqu'à présent, jamais personne n'a même pu apporter une seule photo de moi, soi-disant avec un bureau à la présidence. Non, parce que je suis quelqu'un de vrai. Et c'est pour cela même que lorsqu'il y a eu le problème avec Gabon 24, j'ai pris tous mes contrats, j'ai rendu public. Et jusqu'aujourd'hui, je vous parle, tous les Gabonais peuvent aller consulter ces contrats sur ma page publique. Tous les Gabonais peuvent aller voir les conversations mail, WhatsApp, comment la Blanche, la Laure Bigour et Marie-Noël Ada, comment elles m'ont contacté. Oui, on voit ton travail, on apprécie, etc. Donc pour vous dire que je suis quelqu'un, je n'ai jamais été pistonné, jamais. Et mieux, si tel était le cas, mais vous ne pensez pas que si j'étais un pion du pouvoir, un pion de Malika Bongo, mais elle aurait donc réglé mon problème de Gabon 24 depuis, je ne serais pas devenu un activiste. Vous voyez? Donc vous voyez, ceux qui aujourd'hui, pour me faire du mal, voudront faire dans la diffamation, dites-leur que Rekula est quelqu'un d'intègre. Ceux-là qui, lorsque je suis arrivé en France, qui avaient décidé de me combattre, m'ont insulté. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi, ne trouvant rien sur ma vie, ne trouvant rien sur moi pour m'insulter, on s'en est violemment pris à ma mère, insulter ma mère, insulter mes frères et sœurs, insulter en dessous de la ceinture, insulter. Parce que Rekula est un homme intègre, jamais on ne trouvera le moindre truc. Les mêmes ont même essayé de fabriquer un Western Union en disant oui voilà regardez Rekula a reçu 600 000 de ceci, le garde du corps de Frank Ngema, quelqu'un que je n'ai jamais vu ni de près ni de loin. Mais quand ces personnes même ont fait ça, elles oubliaient que si Rekula a pu quitter le Gabon, c'est parce que l'ONU, le haut commissaire, le haut commissaire aux défenseurs des droits de l'homme en Suisse me suivait depuis des années, a suivi tout le travail que j'ai fait sur Périncourt. Le haut commissaire a appelé tous les membres de la société civile gabonaise pour avoir confirmation que j'étais véritablement un défenseur des droits de l'homme. Et quand ils ont eu cette confirmation, c'est ma propre femme à l'époque au Gabon qui a reçu 8 000 euros. 8 000 dollars pour quitter le Gabon. 8 000 $. Tout est là, je peux vous mettre ça public. C'est l'organisation internationale Freedom House qui a envoyé 8 000 $ pour que ma femme puisse prendre l'avion, mes enfants puissent me retrouver. C'est là. Donc comment des organisations internationales comme ça vont reconnaître mon travail, le travail que je faisais depuis des années sans même savoir que j'étais suivi? Comment ces organisations vont me financer pour que je puisse quitter le pays et puis je vais me ridiculiser, soi-disant aller prendre 600 000 un Western Union de Frank Ngema qui m'aurait fait avec des fautes dans mon nom, donc des fautes sachant qu'alors je ne peux pas toucher cet argent et autres. Vous voyez les gens mesquins de la diaspora?
Voilà pourquoi je me suis juré, j'ai dit je n'entrerai jamais dans la guerre des chefs de la diaspora ici. Oh, tel comme tu es de l'ethnie Mienné. Oh, ceux-là, ils ont attaqué. Oh, donc il faut qu'on fasse bloc. Non, faites votre guerre de vampireux entre vous. Rekula ne sera jamais là-dedans. Jamais. Insultez mes parents comme vous voulez. Mes parents sont éduqués, ils ne viendront jamais, jamais, jamais vous répondre. Jamais. Et c'est même moi qui joue les têtus en répondant à certaines femmes âgées. C'est même moi qui joue les têtus en répondant à certains. Mais je suis et je resterai intègre. Vous avez voulu me faire entrer dans votre guerre contre Laurence Ndong. Je ne rentre pas dans ça. Faites votre guerre entre sorciers. Votre guerre entre Maître Méré, vous avez tué Sire. Si vous estimez que les uns ont tué Maître Méré, allez-y, portez plainte. Réglez ça entre vous. Mais moi j'ai un combat. Et je vous ai dit aujourd'hui de plus en plus avec ce que j'ai vu en fréquentant les politiques. Oui, je suis de Ngomo. C'est mon aïeux qui a créé Ngomo. Pas Ngomo qui se trouve dans le Wellington, hein, parce qu'il y a un Ngomo, un village Ngomo dans le Wellington. C'est pas lui. Je suis de Ngomo, dans l'Ogooué maritime, de par ma mère. C'est l'aïeux de ma mère qui a donné cette place aux missionnaires. Et lui, comme il voulait continuer à faire son buiti, il s'est retiré un peu plus loin, hein, juste derrière Ngomo, c'est ce qu'on appelle Olamba. Mais sinon, tout ça, les Pointe-Élise, Ashuka, tout ça, là, ce sont mes villages, Oronga, tout ça. Et maintenant, de l'autre côté, de par mon père, je suis d'Omboué. Je suis un Ngoé, Nkomi et Lumbu de par mon père. Donc, Omboué, Tchongo Rové, tout ça, là, voilà. Voilà pourquoi autant vous allez me voir dans l'Ogooué maritime, autant vous allez me voir dans le moyen Ogooué, autant je suis de Libreville parce que j'ai grandi là, ou de l'étranger. Voilà. Donc, en somme, un Gabonais complet. Hein? Marié à une Nzebi, des frères et sœurs Nzebi, Fan, voilà. Donc, voilà pourquoi, pour moi, qui ai grandi tantôt avec une maman Fan, tantôt avec une maman Nzebi, tantôt ceci, pour moi, c'est une aberration. Parce que je serai en France, je vais me lier, me mettre avec les Miennais. Après, ceci. Je vous parle, j'ai mes propres enfants, de sang, de mes frères et sœurs, qui sont de Bitam, qui sont d'Oyem. Donc eux là, vont me voir sur les réseaux sociaux en train d'insulter les femmes. J'ai mes propres frères, mes propres enfants qui sont Nzebi, qui sont Pounou. Les mêmes là vont me voir sur les réseaux sociaux en train d'insulter les femmes, les Pounou. Tout simplement pour des calculs politiques? Non, pardon. Faites votre sorcellerie entre vous. Vous ne me trouverez pas dedans. Donc je continuerai à parler au Laurence Ndongo, au Stéphane Zingo, au Yannick Ndomba, au Danger, à tous ceux dont je n'aurai pas les preuves palpables de corruption. Et même au-delà, comme je suis en train de parler, au Eric Otsetse là, qui sont dans la corruption. Hein? Je leur dis tout simplement, sortez de là, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si nous avons pu pardonner aux gens qui ont tué, mais nous pourrons pardonner à ceux qui ont accepté la corruption parce qu'à un moment, les problèmes des enfants, les problèmes de ceux-ci. Vous comprenez? Donc voilà, je termine par là. La dame Rebouka et l'autre sortiront peut-être encore pour m'insulter et autres. Mes frères, depuis qu'ils insultent ma mère là, ça m'a tué. Donc après ce live, quand vous allez les taguer, leur dire « Ah, Rekula a encore parlé de vous ». Faites les lives, insultez. Ce qui est sûr, c'est que vos insultes ne m'ont jamais rien fait. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que certains, depuis qu'ils ont leur plainte au tribunal, c'est compliqué pour eux. Depuis qu'ils ont affirmé certaines choses, je peux vous dire que c'est compliqué. Et ils sont seuls, hein. Les gens qui les excitent là, dans les réseaux sociaux là, sont seuls, hein, qui les ont excités, ne sont pas avec eux aujourd'hui pour payer les avocats. Donc mes frères, nous avons un combat à mener. Menons ce combat proprement, sans les insultes et sans se salir dans la corruption. Aujourd'hui où je suis, comme je n'ai rien à cacher, je pourrais même vous montrer combien je paye mon loyer. Mon loyer, c'est un logement social d'une ONG, grâce à une ONG. Aujourd'hui que j'ai perdu mon boulot à la banque postale, après les événements de l'ambassade, quand ils ont voulu me séquestrer, quand ils m'ont cassé le pied, j'ai perdu mon boulot. Mais aujourd'hui, je suis au RSA. Aujourd'hui, donc je suis au RSA, j'ai reçu un financement pour créer mon entreprise et autres.
Donc vous comprenez que même étant ici, je vis dignement, je n'ai pas besoin de bercer dans la corruption. Je peux même me passer de repartir au Gabon. Et moi et mes enfants, nous vivrons correctement. Mais comme je n'ai jamais souhaité vivre en Europe, mon souhait, je dis bien, mon souhait est de repartir au Gabon, poursuivre l'entrepreneuriat que je faisais, réembaucher les Gabonais qui travaillaient avec moi, former à nouveau des Gabonais. Je ne parle même pas de diplôme. Parce que jusque-là, je n'ai jamais embauché moi des Gabonais par rapport à leur diplôme. Jamais. J'ai toujours travaillé avec des Gabonais. Pardon. Je les ai pris, je les ai formés, je leur ai transmis tout le savoir que je connaissais, que j'avais. Et aujourd'hui, lorsque j'apprends que certaines femmes, par exemple, ont reçu le prix de meilleur ceci de l'année, meilleur cela de l'année, mais c'est une fierté pour moi. Lorsque je vois aujourd'hui certains qui aujourd'hui avec moi ont pu se marier parce que ayant trouvé du travail, étant compétents ailleurs ou même dans l'administration publique, c'est une fierté pour moi. Lorsque je vois certains qui à l'époque ne savaient même pas tenir une caméra, mais aujourd'hui les caméras n'ont plus de secret pour eux, aujourd'hui ils ont des marchés, des contrats, ils vivent. Je vous dis, c'est une fierté pour moi. Et c'est ce que je veux continuer de faire. J'ai combattu le système Bongo PDG. J'ai montré au maximum ce que je pouvais faire de façon honnête. J'ai fait jouer mes relations professionnelles. C'est ce que vous avez pu voir, les films avec complément d'enquête sur les chaînes de télévision nationales françaises. Je connais ma force de frappe. Aujourd'hui, oui, ce que le CTRI fait, pour moi c'est 50-50. Autant il y a une volonté de changement, autant il y a une volonté de rester dans l'ancien système Bongo PDG. Mais c'est à nous de continuer à pousser, à dire à Oligui, stop, tu es venu faire rêver les Gabonais, continue dans ce sens, ne fais pas de rétropédalage. Ne fais pas de rétropédalage à cause de la pression du PDG. Si le peuple est derrière toi, même la France ne pourra pas t'enlever. Voilà ce que je dis au président Oligui. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, oui, le PDG a muté, le PDG est en train est entré dans le CTRI, le PDG est en train de pousser Oligui à ramener les choses anciennes. Mais monsieur Oligui, vous avez fait rêver le peuple gabonais. Continuez dans cette lancée. Remettez le pays à flot. Vous n'avez pas besoin de corrompre les activistes. Vous n'avez pas besoin de diviser la classe politique, la société civile. Faites le job, travaillez et le peuple sera derrière vous. C'est tout. Faites le job, le peuple gabonais sera derrière vous. Moi, Rekula, si un jour je dois venir dire oui, Oligui a bien fait, c'est pas parce que vous m'aurez donné un poste, c'est pas parce que vous m'aurez nommé, mais c'est parce que j'aurais vu effectivement que vous avez construit des hôpitaux pour le peuple gabonais. C'est parce que j'aurais vu que vous avez mis les voleurs en prison. Vous aurez peut-être pardonné après 2-3 ans de prison, mais au moins justice aura été rendue. Mais vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas aujourd'hui remettre les voleurs d'hier aux affaires parce que le peuple gabonais est désemparé. Et c'est là où certains se disent, bon, autant faire l'activisme du ventre. Vous ne pouvez pas. Moi, je vais rentrer au Gabon pour relancer mon entreprise. Je vais tout faire pour vous rencontrer, monsieur Oligui. Je le dis devant les Gabonais, là. Parce que je ne cache rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes là, soi-disant, pour restaurer les institutions et autres. Si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui encore, voilà, on me contacte, on m'envoie des documents pour me dire, ah frère, voilà, nous sommes les anciens de Air Service. Hein? Air Service a été liquidé, Air Service est tombé en faillite, toujours à cause des mêmes gens, les mêmes actionnaires de Delta Synergie, de la famille Bongo, les mêmes noms. Air Service, il y a une décision du tribunal de justice, hein, de la Cour africaine qui a été rendue. Ses pères et mères sont là, leur argent est là, 6 milliards sont là bloqués dans les comptes de BGFI. Jusqu'à présent, nos frères, nos pères et sœurs, nos pères et mères qui sont là, anciens employés de Air Service, n'arrivent toujours pas à récupérer leur argent. Et beaucoup sont là en train de mourir, les uns, un à un, en train de mourir. Je vais refaire un live ce soir spécialement pour Air Service.
Parce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas continuer, Monsieur Oligui. Vous dites que vous êtes là pour la restauration des institutions, mais qu'il y ait toujours des institutions privées telles que BGFI, dont le nom est toujours cité dans des affaires de corruption, des affaires de magouille, des affaires de ceci, et que son président du conseil d'administration, Monsieur Ohima, ne soit jamais inquiété. Certains disent non, il ne faut pas citer les noms, mais c'est lui le président de BGFI, je crois. Donc, si je cite M. Ohima, ce n'est pas une insulte, je ne l'insulte pas, je ne viens pas parler des affaires en dessous de la ceinture, ça ne m'intéresse pas. Vous me connaissez, vous savez que Rekula n'est pas dans ça, dans les docs, des révélations, des copines, des ceci, des cela. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, c'est pour ceux que vous suivez là, que vous connaissez, mais moi, je ne suis pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, M. Oligui. Le tribunal de Libreville, le tribunal de commerce, c'est tout sauf un tribunal qui rend la justice aux Gabonais. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un tribunal où c'est toujours les pauvres qui attendent leur argent depuis, même lorsque il y a des décisions de justice en leur faveur, ils doivent toujours attendre 4, 5 ans, alors que leur argent est là dans les comptes bancaires. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je vous parle parce que moi-même, j'ai été victime de ça. Moi-même, je suis victime de ça. Hein, avec l'histoire de Gabon 24. Vous vous rappelez quand ils m'ont intimidé et tout. Le même tribunal de Libreville, malgré toutes les magouilles et autres, a dit que Rekula a raison. Mais le tribunal de commerce s'assoit sur ça. Nous n'allons pas continuer comme ça à être marginalisés. Vous n'allez pas continuer à accepter que les milliardaires du pays clochardisent la population gabonaise. Parce que ce sont eux qui encouragent la corruption et le vol dans le pays. Ce sont eux. Quand on parle aujourd'hui du phénomène de placement, mais un père de famille qui, usé par les soucis, usé par le stress, est malade, ne peut même pas se déplacer, ne peut rien faire, ou d'autres qui attrapent des maladies chroniques. Hein? Si ces gens-là n'arrivent même plus, mais ils ont au moins des millions, des dizaines de millions là où ils ont travaillé. Mais quand vous voyez ces gens qui ont perdu leur dignité, n'arrivent plus à se nourrir, quand vous voyez que ces gens-là laissent leurs enfants aller dans les histoires de placement, vous pensez que c'est de gaieté de cœur, Monsieur Oligui? Voilà pourquoi moi je vous ai toujours dit, beaucoup me fuient, parce que Bernard Rekula n'est pas quelqu'un qu'on manipule, n'est pas quelqu'un qui dit les choses dans le sens du poil. Je m'adresserai toujours à vous de façon polie comme ça, mais je vous dirai les choses de façon claire et nette. Il vaut mieux qu'on vous dise la vérité, même si ça fâche. Mais après, en rentrant le soir, en dormant, vous allez dire « Ah, ce que le petit là m'a dit, c'est vrai. » Et après, même si vous allez habiller, machin, mais après, vous allez revenir et vous allez restaurer les choses. C'est ça qu'on attend. Voilà pourquoi je vous dis, moi, personnellement, je ne suis pas dans les débats de « Ah, les militaires, les ceci. » Non, Thomas Sankara était militaire. Il a rehaussé son pays. Aujourd'hui, le jeune qui est au Burkina Faso, non, la façon dont il est en train de rehausser son pays. Vous avez vu, la France a tout fait pour vouloir punir le Mali, pour vouloir punir le Burkina, pour vouloir punir le Niger. C'est la même France-là qui a dû se retirer, non? C'est la même France-là avec son pion, la CEDEAO. Hier encore, ils ont enlevé toutes les sanctions contre ces pays. Monsieur Oligui, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez une génération de jeunes intellectuels. Et même au-delà de l'intellectualisme, vous avez une génération de Gabonais décidés, qui aiment leur pays. Vous comprenez? Faites les choses comme il se doit. Ne faites pas les choses pour faire plaisir au clan, parce que vous avez peur d'être enlevé, vous avez peur d'un coup d'État. Votre protection, ce ne sont pas les armes que vous avez là-bas au palais. Votre protection, c'est le peuple. Les hommes politiques civils étaient là, à la tête du pays pendant 60 ans. Ce pays est allé plus bas que terre. Vous êtes un militaire aujourd'hui. Pourquoi pas? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais si vous êtes là pour faire pire que ceux que vous avez chassés, oui, moi, Rekula, je vais vous combattre. Je vais vous combattre, je vous le dis. Et peut-être que si on se voit à Libreville, je vous le dirai en face, Monsieur Oligui. Si vous êtes là pour, en fait, faire en sorte que le PDG est muté, etc., je vais vous combattre, Monsieur Oligui. Mais je pense que jusqu'à présent, vous êtes mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, il y a une forte volonté de votre part de restaurer véritablement le peuple, mais en même temps, vous êtes victime de la pression des pédégistes, victime des lobbies tékés, victime des lobbies tékés qui pensent que le pouvoir c'est pour eux, surtout en Goni, où j'ai été plusieurs fois d'ailleurs. Oui,
Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ce soir, je parlerai, et il y aura certainement l'intervention de certains employés de Air Service qui sont là. Ils ont 6 milliards qui dorment dans les comptes de BGFI. Ils ont des décisions de justice internationale rendues par la Cour de justice à Abidjan, tout ça africaine à Abidjan, c'est là. Mais on ne sait pas pourquoi BGFI ne veut pas exécuter, pourquoi l'argent ne veut pas sortir. Les mêmes ont contacté notre fameuse presse, qui aujourd'hui on nous dit qu'elle est libre, notamment Gabon Télévision, qui a quand même pris 250 000 de nos pères et mères, et qui jusqu'à présent, soi-disant qu'ils allaient enquêter également, tout ça, jusqu'à présent rien. Mais ça, il faut qu'on le dise. La télévision publique va prendre 250 000 à des Gabonais pour parler d'un problème, et puis jusqu'à présent, rien n'est là. Non, il faut que ça s'arrête. Soit Gabon Télévision et vous les journalistes, vous êtes libres, soit vous ne l'êtes pas. Parce que je me rappelle que lorsque je dénonçais les pollutions pétrolières, certains journalistes me disaient « Ah mon frère, si ça là, on fait passer ça au journal, nos numéros matricules de fonctionnaires vont disparaître dans la même nuit. » Et c'est vrai, mais ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, il paraît que vous êtes libre. Faites votre travail d'investigation comme il se peut, comme il se doit, dans la neutralité, mais comme votre... Vous ne voyez pas ici? Pourtant on dit la France, mais vous voyez Macron blaguer avec le peuple français? Hein? Vous voyez pas les anciens présidents de la République qui vont en prison, dont on leur donne des peines de prison? C'est pour vous dire, mes frères. Beaucoup vous disent, oh la France, oh le système. Oui, le système. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir contourner et utiliser les failles de ce système. Les actionnaires de Air Service ne sont rien d'autre qu'une famille canadienne et les mêmes Gabonais que vous connaissez là, les mêmes. Les Delta Synergie et les gros noms là que vous connaissez. Les mêmes. Hein? Donc, il y a des décisions de justice qui ont été rendues. Vous, mes frères Gabonais qui êtes au Canada et qui êtes vrais, il faudrait que vous soyez le relais. Il faudrait que vous soyez le relais de tous nos pères et sœurs qui sont là au Gabon et qui ne peuvent pas toucher leur argent pendant que les actionnaires canadiens sont là-bas au Canada et cela coule douce. Il faudrait également que vous puissiez, sur la base des documents officiels des décisions de justice, il faudrait que vous puissiez entreprendre là-bas des actions judiciaires, juridiques contre ces Occidentaux qui nous ont malmenés. C'est ça le véritable activisme. L'activisme, c'est pas prendre la télé, le téléphone et venir vous sortir les docs de « Ah oui, machin ». Non, c'est pas ça l'activisme, mes frères. Voilà. J'ai été long. Je vous ai parlé de moi, de qui je suis. Je vous ai parlé de comment j'ai pu commencer à me faire mon premier CFA, mes premiers millions étant à l'étranger. Comment ma comptabilité de 2010 à aujourd'hui est à jour. Parce que je peux justifier le moindre copec. Je peux vous dire, la casquette là, j'ai acheté ça avec tel marché. Voilà les preuves. Voilà les copies du chèque. Voilà. Je marche la tête haute. Haute. Et je vous encourage, vous, Gabonais, à le faire. Il y a ce dont je vous parle, là, la corruption. Il y a beaucoup de Gabonais au Gabon, là, qui ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Ceux qui travaillaient dans les agences, je vous ai cité des noms, là, certaines boîtes de communication. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Pourquoi? À cause du vol. Quand Ricoula a fini son spot publicitaire, à travers sa publicité, il doit recevoir ses 2 millions. On le fait traîner parce qu'il faut qu'il laisse 200 000 par-ci, il laisse 200 000 par-là. Mais ce que ces gens oublient, c'est que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Vous comprenez? Et si j'étais quelqu'un de malsain, j'aurais même pu faire du chantage à certains. Mais à un moment donné aussi, il faut laisser Dieu régler les comptes à certains. Voilà. D'ici peu, dans quelques jours, je serai au Gabon. Mon terrain, vous vous rappelez mon terrain où vous me voyez les week-ends, où je plantais la banane, le manioc, tout ça. Mon terrain qui se trouve là, après le premier campement au Cap. Noureddine et sa bande me l'ont arraché. Via le FONGIS, le FGIS, là.
L'ANUTTC, c'est pas qu'on dit, hein, je vais à l'ANUTTC parce qu'à un moment, je dis ça fait trop d'années, je veux récupérer mes papiers pour mon titre foncier et tout. Ils me disent, ah non, monsieur Rikoula, on ne peut rien vous donner parce que l'ANUTTC a récupéré votre terrain et l'a mis dans un projet d'utilité publique et autres. Quel projet d'utilité publique? Vous vous renseignez, il n'y a aucun projet. Tout autour de moi, ce sont les magistrats de la République, des ministres, l'ancien ministre Adamou, tout ça, qui ont arraché les terrains aux pauvres, à tous les gens qui étaient autour. Bon, moi, comme ils ont eu un peu peur, ils n'ont pas arraché ouvertement, mais on me dit non, le FONGIS. Donc, quand je vais venir au Gabon, je vais aller à l'ANUTTC. Que tout ça, là, ça doit sortir, au FONGIS, etc. Je vais aller voir les autorités ministérielles responsables de Gabon 24 pour leur dire, bon, voilà, moi, voilà mes preuves. Je n'ai jamais été payé pour ça. Voilà, vous me devez tant. Maintenant, dites-moi, pourquoi vous ne me payez pas? Dites-moi. Je vais aller voir M. Oligui, je vais lui dire, bon, quoi qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est vous le patron de l'administration. Gabon 24, c'est le trésor public. Vous me dites quoi par rapport à tout ce que vous me devez? Vous me dites quoi par rapport à ces agents du CEDOC qui sont venus chez ma mère tout cassés, dont on a filmé avec leur véhicule? Vous me dites quoi? On fait quoi? J'expose ces personnes avec leur véhicule, j'expose ces personnes dans leur famille, on part dans des règlements de compte. On vous fait des règlements de compte, des assassinats interfamilles, c'est ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi je viens au Gabon. Hein. Je ne viens pas parce que j'attends une nomination ou pour le dialogue national. Hein. Je viens au Gabon parce qu'il paraît que le Gabon est maintenant libre. Je viens au Gabon parce qu'il paraît que Oligui a dit, vous les activistes, cessez de parler à l'étranger. Vous n'avez plus à être à l'étranger, vous ne devez pas avoir peur, rentrez. Voilà pourquoi je dis haut et fort que ma sécurité, c'est Oligui. Que s'il m'arrive le moindre bobo, c'est Oligui. Parce que je viens sous ces déclarations publiques. Et je ne viens pas parce que j'attends un poste. Non, je viens pour que justice me soit rendue, que je puisse redémarrer mon activité, que je puisse cette fois-ci, en plus d'embaucher les Gabonais comme je faisais, que je puisse cette fois-ci rendre cette entreprise, cette boîte internationale. Parce que par la force des choses, me voilà en Europe. Pourtant, je venais en Europe depuis des années, mais je n'ai jamais eu l'intention de m'installer, de m'y installer. Donc aujourd'hui, par la force des choses, j'ai la possibilité de faire des choses encore beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes. Je vous dis, j'ai des grands projets, des projets d'agriculture, des gros projets qui vont impacter ce pays. Aujourd'hui, j'ai eu accès à beaucoup de milieux dont je ne pourrais pas là parler. Donc quand je rentre là, c'est la tête pleine de projets. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui m'ont suivi, quand par tes mains, tu peux avoir 5 millions par mois, c'est pas une nomination politique où tu auras 1 million par mois que tu attends. Non, c'est pas ça. Quand tu sais que par tes mains, par le fruit de ton travail, honnêtement, tu es dans les 5, voire 10 millions par mois, croyez-moi, c'est pas une nomination politique où tu auras 1 million et où à chaque fois que tu parles ou que tu seras en interview, il faudra être devant la photo du président. Et il faudra toujours commencer par dire son excellence, le chef de... Non mes frères, non. Voilà même pourquoi vous m'entendez à chaque fois que je parle de M. Oligui, je dis le général Oligui ou je dis le président Oligui. Bon, parce qu'il est président de fait. Mais son excellence, chef de l'État, là. Non, c'est ça là même les Atalakou. Si au Gabon, vous ne récitez pas ça, un peu comme Mobutu. Mobutu, le maréchal, Mobutu, le ceci, le... Non. Vous n'allez jamais entendre les Français dire son excellence, le président de la République, Emmanuel Macron, non. Ils vous diront, monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Point barre. Mais quand vous êtes déjà là, hein, parce qu'aujourd'hui, même ce langage, vous allez entendre même ceux de la société civile qui sont nommés. Son excellence, le président de la République, le chef des armées, le général, le ceci, le cela, Ah! Bon, bref, là je taquine un peu, mais c'est une réalité. Donc, voilà. Soyez connectés. Ce soir, on va parler du problème de Air Service. Je vais fournir des documents. Certains
anciens employés vont parler de ça au téléphone, certainement. Ils vont vous expliquer comment aujourd'hui les choses sont bloquées par BGFI, hein, 6 milliards, comment beaucoup sont en train de mourir, leur argent étant bloqué, parce que ça devient une norme. Ça devient une norme. Les anciens d'Air Gabon, les anciens d'Africa numéro 1, ceux de Satram, etc., etc. On ne peut pas nous parler d'un Gabon futur sans régler également le passif. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas régler le passif du jour au lendemain, mais il faut quand même un minimum. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Laissez les mauvaises langues parler. Ceux qui vont dire que je fais des acharnements sur OTT, que je fais une fixation, que je suis jaloux. Mes frères, laissez-les parler. Laissez. C'est la seule défense qu'ils peuvent avoir. OTT, je vous dis, ne prendra jamais son téléphone pour venir dire aux gens que ce que Fortuné Edou a dit, c'est faux. Il ne pourra jamais le faire. La seule chose qu'ils diront, c'est « Oh, ils sont jaloux, oh, oh je suis du G2, oh, oh on n'aime pas le G2, oh, oh c'est des tribalistes. » C'est la seule défense qu'ils pourront dire. Vous comprenez? Mais je vous ai dit, moi, Rekula, je ne suis pas tribaliste. Je suis mien-né de père et de mère. Mais lorsque le pouvoir m'a pourchassé, c'est une famille fan. Une maman fan qui m'a pris sous son aile, qui m'a nourri pendant 1 mois, qui m'a caché pendant 1 mois. Vous comprenez? C'est une maman fan, c'est pas une maman mienne. Hein. Pourtant, j'ai plein de parents, non, à Libreville. J'aurais pu me cacher chez un de mes parents. C'est une maman fan. Vous comprenez? Donc, laissez les gens qui sont dans le tribalisme, dans leur tribaliste. Ils mourront, la haine qui les consume va les consumer jusqu'au bout. Laissez-les, c'est de la mauvaise graine. Mais lorsqu'il faut dénoncer, dénonçons, quelle que soit l'ethnie. On dénonce la corruption, on ne dénonce pas l'ethnie. On dénonce la corruption, on ne dénonce pas parce que tu travailles ou parce que tu as un gros diplôme. On dénonce la corruption parce que nous voulons vivre mieux. Il n'y a pas de raison que Dubaï, qui n'a pas les richesses du Gabon, qui est moins riche que le Gabon, soit un pays où il fait bon vivre. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'en France où je suis, ici, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de bois. Mais que tous les jours, je vois le bois du Gabon construire la France. Que tous les jours, je vois le pétrole du Gabon construire la France. Mes frères, ça me fait mal. L'uranium du Gabon. L'électricité ici, vous pouvez partir, laisser le courant comme vous voulez. Votre facture sera faible. Malgré leur augmentation. À cause de notre uranium qu'ils ont exploité longuement pendant des années. Donc vous comprenez que quand je m'attaque à des entreprises comme Perenco, comme Comilog, c'est pas parce que j'attends en retour que ces gens m'appellent. Mais c'est parce que je veux vivre bien dans mon pays. Vous comprenez? Et c'est ça que doit être l'activisme. C'est pour cela quand je suis arrivé ici en France, je n'ai même pas un peu hésité à dénoncer la France-Afrique. Les vidéos sont là, hein, où je dénonce Emmanuel Macron et toute la bande dans le tour de la France. Où je dénonce ici, au ministère des Affaires, au ministère de l'économie en France, à Bercy. La police est là, bien, j'ai mon téléphone avec des militants, on dénonce. Vous comprenez? C'est pas parce que j'attendais qu'on m'appelle pour me donner un poste ou de l'argent, mais c'est parce qu'il faut être fier d'être Gabonais. Nous sommes un peuple qui a été envié par tous les peuples africains. Un peuple où les Français pauvres, et même jusqu'à présent, savent qu'il suffit d'aller au Gabon pour rentrer chez soi les poches pleines. Nous sommes un peuple où, malgré la corruption, les autres arrivent par bateau. Vous comprenez, clandestinement. Parce que malgré tout, malgré le vol, malgré les 18% des bongos, malgré tout ça, nous pouvons quand même vivre décemment. Vous comprenez? Voilà pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour le buzz des réseaux sociaux. Je ne me bats pas pour le luxe. Je ne me bats pas pour ça. Je me bats pour vivre mieux. Je vous ai dit hein, aujourd'hui, je vais même vous dire, là où je vis, c'est une ONG qui a pu me trouver ce logement. Et je paye 244 € par mois. 244. Est-ce que vous savez ça? 244. En France CFA, ça fait 200 €, c'est à peu près 130 000. Donc ça fait à peu près 150 000 par mois. 150 000. Voilà ce que je paye ici en France. Et parce que les Français se sont battus contre la dictature des rois, contre la dictature des machins, parce que les Français ont fait de l'activisme, parce que les Français ont mouillé le maillot, ils ont mis en place, ils se sont dit non, nous sommes une nation, tout Français doit vivre décemment.
Tout habitant en France doit vivre décemment. Donc même si tu ne travailles pas, parce que nous sommes un pays riche, tu dois avoir un minimum qui puisse te permettre de vivre. Vous comprenez? Voilà le combat que les Occidentaux ont eu chez eux en France. Donc quand souvent vous entendez même certains Gabonais dire « Oh, moi je suis en France, je vis mieux », c'est une honte de dire ça. Parce que tu es en France, tu vis en France à cause du combat des Français. Tu vis mieux, tu vis des aides françaises parce que d'autres Français ont été tués, ont été décapités. Tu ne vis pas bien en France parce que tu as travaillé chez toi au Gabon et puis tu viens pour ta retraite. Non. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi personnellement j'ai honte de vivre ici en France. Je veux repartir vivre dans mon pays, au Gabon. Et si je voulais faire comme d'autres, frimer comme vous les voyez, hein. Oh non, moi, hein, je m'en fous de vous au Gabon, je vis bien, je ceci, je cela. Oui, tu vis bien, tu bénéficies des soins de santé de la France, tu bénéficies du RSA en France, tu bénéficies du SAMU, des pompiers. Mais c'est toi qui t'es battu pour ça. Les Français eux-mêmes se sont battus pour ça. Battons-nous au Gabon pour que nous ayons ça aussi. Battons-nous pour que chaque Gabonais, par mois, même s'il est au chômage, qu'il ait peut-être même un 100 000, ça lui permettra de vivre. Battons-nous pour ça. Voilà mon combat. Mon combat, ce n'est pas pour être le plus grand activiste. Ce n'est pas pour être celui qui a la voix qui porte le plus. Non. Mon combat, c'est pour vivre décemment. Merci de m'avoir suivi.